C'est la série la plus sombre et la plus brutale que vous verrez jamais sur le désir féminin. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, l'obsession et la psyché féminine, car ce n'est qu'un mensonge. Dans les prochaines minutes, nous allons lever le voile sur les vérités brutales que Dostoïevski a cachées dans ses romans, des vérités qui expliquent pourquoi les hommes bons souffrent en amour, pourquoi les femmes détruisent souvent ce qu'elles prétendent désirer, et comment les romances les plus tragiques de l'histoire n'étaient pas des accidents, mais des inévitabilités effrayantes. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement le désir féminin, vous le verrez comme la force dangereuse et indomptable qu'il est réellement. Et cette connaissance changera à jamais votre façon d'aimer. Vous êtes prévenus. Dostoïevski n'a jamais écrit cette histoire, mais il l'a vécue. En 1854, exilé dans les terres désolées de Sibérie, il rencontra Maria Dmitrievna. Elle était d'une beauté à couper le souffle, malheureuse en mariage et totalement, profondément indifférente à son égard. Et c'est précisément pour cette raison paradoxale qu'il devint obsédé par elle. Pendant des années, il s'est tourmenté pour elle, écrivant des lettres imprégnées d'un désespoir qui aurait fait pleurer des hommes moins forts, tandis qu'elle, tel un chat avec une souris, jouait avec sa dévotion brute. Lorsqu'elle est finalement devenue veuve, elle a accepté d'épouser Dostoïevski, non par amour, mais par besoin froid et calculé de stabilité. Le mariage fut un véritable enfer. Elle se moquait de lui, le trahissait et le vidait émotionnellement jusqu'à sa mort. Et pourtant, dans ses lettres, il qualifiait ces années de « souffrance la plus exquise de sa vie ». Voici donc la première loi du désir féminin, ce qui est inaccessible devient sacré. Dostoïevski ne s'est pas contenté d'écrire à ce sujet, il l'a inscrit dans l'ADN même de toutes les héroïnes tragiques qu'il a créées. Prenez Nastasia Philippovna dans L'Idiot, une femme tellement consumée par le dégoût d'elle-même qu'elle détruit sans pitié tous les hommes qui osent l'aimer, poussant l'un au meurtre et l'autre à la folie. Ou encore Grushenka dans Les Frères Karamazov, qui montent le père et le fils l'un contre l'autre, non pas parce qu'elles désirent sincèrement l'un ou l'autre, mais parce que leur rivalité destructrice prouve son pouvoir enivrant. Ces femmes ne veulent pas vraiment d'amour, elles veulent être adorées. Et dès qu'un homme leur donne ce qu'elles veulent, qu'ils s'abandonnent, il devient, à leurs yeux, jetable. L'histoire regorge d'exemples qui prouvent cette réalité effrayante. Prenons le cas de Cora Pearl, courtisane du XIXe siècle, qui ruinait systématiquement les aristocrates, non pas principalement pour leur argent, mais pour le plaisir pervers de les voir mendier, complètement brisés par leur désir pour elle. Ou encore la tristement célèbre marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, archétype réel de l'époque, qui écrivait de manière effrayante dans ses lettres « Je n'ai jamais aimé personne assez pour l'épargner ». Ces femmes n'étaient pas des anomalies ou des cas particuliers, elles étaient les manifestations extrêmes d'une vérité brutale que la plupart des hommes refusent obstinément de voir. Une étude publiée en 2017 dans Personality and Individual Difference a révélé que les femmes trouvent systématiquement les hommes beaucoup plus attirants lorsqu'elles pensent que d'autres femmes les désirent. Mais voici le rebondissement insidieux, une fois qu'elles ont conquis cet homme, une fois qu'il est à elles, leur intérêt s'estompe souvent rapidement. Vous voyez, la chasse était le but ultime. Alors, pourquoi cela se produit-il ? La réponse de Dostoïevski est terrifiante par sa simplicité, les êtres humains sont, au fond d'eux-mêmes, accros à la souffrance. Dans Note du sous-sol, le personnage principal, l'homme du sous-sol, déclare « Je vous jure, messieurs, qu'être trop conscient est une maladie, une véritable maladie profonde. » Les femmes comme Nastasia ou Grushenka ne sont pas mauvaises au sens conventionnel du terme, elles sont hyper conscientes de leur propre pouvoir dévastateur, de leur capacité à susciter l'adoration et le tourment. Et cette conscience aiguë transforme leur désir en quelque chose d'intrinsèquement destructeur. Elles ne veulent pas vraiment le bonheur, elles ont soif de drame, de tension, de la douce et agonisante incertitude de la poursuite. Et les hommes, tragiquement conditionnés par la société à croire que la persévérance finit inévitablement par gagner l'amour, tombent droit dans ce piège méticuleusement tendu. Imaginez ce scénario, qui se répète à l'infini, un homme passe des mois, voire des années, à courtiser avec assiduité une femme qui lui envoie des signaux contradictoires, un jour elle est chaleureuse, le lendemain froide, puis de nouveau chaleureuse. Il pense désespérément, si je fais suffisamment mes preuves, si je démontre mon dévouement inébranlable, elle finira par s'engager. Mais que se passe-t-il réellement sous la surface ? Chaque fois qu'il la courtise, chaque fois qu'il s'investit davantage, son cerveau enregistre ses efforts non pas comme de l'amour, mais comme une profonde validation. Elle ne tombe pas amoureuse de lui, elle tombe amoureuse du fait d'être aimée par lui. Et dès qu'il cesse de jouer le jeu,
dès qu'il cesse de la courtiser, soit elle le rejette sans hésiter, soit, de manière beaucoup plus insidieuse, elle intensifie sa manipulation pour raviver la passion de la conquête. Ce n'est pas une spéculation, c'est une vérité froide et dure, ancrée dans la psychologie comportementale. La théorie du renforcement intermittent, prouvée de manière effrayante dans les expériences de Skinner sur des rats, montre sans équivoque que les récompenses imprévisibles créent une dépendance. Les femmes qui alternent entre une affection enivrante et une indifférence glaciale ne sont pas confuses, elles vous conditionnent, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est là que Dostoïevski, dans un moment fugace, offre un aperçu d'une issue possible. Dans Crime et Châtiment, Sonia représente un type de désir féminin profondément différent, ancré dans le sacrifice, dans l'amour inconditionnel, et non dans la manipulation. Elle aime Raskolnikov non pas pour ce qu'il peut lui apporter, mais malgré les actes monstrueux qu'il a commis. La différence essentielle ? Elle le voit comme un être humain complexe et imparfait, et non comme une simple source de validation ou un objet avec lequel jouer. Cependant, la plupart des hommes ne rencontreront jamais de Sonia, car ils sont trop occupés, trop désespérément empêtrés dans leur quête d'une Nastasia. La véritable tragédie n'est pas que le désir féminin soit intrinsèquement sombre, mais que les hommes, aveuglés par les mythes sociaux, refusent de reconnaître cette noirceur jusqu'à ce qu'ils soient déjà en train de se vider de leur sang. Mais que se passerait-il si le véritable danger n'était pas les femmes qui jouent à ces jeux dévastateurs, mais les hommes qui, par leur propre faiblesse, les laissent faire ? Nous allons maintenant nous plonger dans la vérité la plus brutale et la plus impitoyable de Dostoïevski, comment la faiblesse masculine ne fait pas que favoriser le mépris féminin, mais l'alimente activement. Et pourquoi les plus grands hommes de l'histoire, ceux qui ont véritablement conquis, ont maîtrisé l'art de s'éloigner. Vous allez rencontrer un philosophe qui a prédit le terme « simp » 2 siècles avant qu'il n'existe, et découvrir la technique unique et la plus puissante qui puisse vous sauver de la destruction émotionnelle. Il y a un moment crucial dans les frères Karamazov que la plupart des hommes, concentrés sur le grand drame, manquent tragiquement. Un moment qui explique tout. Dmitri Karamazov, un homme aux passions brutes et indomptées, tombe désespérément et obsessionnellement amoureux de Grushenka. Il sait, au fond de lui, qu'elle se joue de lui. Il sait qu'elle est capricieuse, égoïste et souvent cruelle. Pourtant, il rampe. Il supplie. Il vend sa dignité pour un fragment fugace de son attention. À un moment donné, dans un accès d'humiliation, il s'écrie « Je suis un insecte. Je suis un scélérat. Mais je dois avoir mon bonheur. » Et que fait Grushenka en réponse ? Elle rit. Pas avec affection, ni avec pitié, mais avec un mépris viscéral et cinglant. Car voici la vérité tacite et dévastatrice, le désir féminin se transforme en dégoût dès qu'un homme renonce à sa force, à son autonomie, à son identité même. Dostoïevski n'a pas écrit cela comme une simple fiction, il l'a écrit comme un avertissement poignant et profondément personnel. Sa propre vie était un témoignage brûlant de cette dynamique précise. Après la mort de sa première femme, il est tombé sous l'emprise d'Apollinaria Suslova, une femme dont la cruauté n'avait d'égal que son intelligence perçante. Elle le méprisait ouvertement, se moquait de ses crises d'épilepsie débilitantes et affichait ses nombreuses aventures avec un mépris glacial. Pourtant, il restait totalement esclave d'elle. Pourquoi ? Parce que, comme Dmitri, il s'était tragiquement convaincu que la souffrance prouvait l'amour, que l'humiliation de soi était la preuve de son dévouement. Mais la souffrance ne prouve pas l'amour, elle prouve la faiblesse. Et la faiblesse, dans le calcul brutal du désir féminin, est la seule chose dont les femmes s'éloignent instinctivement, même si elles l'exploitent sans pitié. L'histoire est un vaste cimetière désolé où reposent les hommes qui ont commis cette erreur fatale. Prenez Lord Byron, le poète incandescent qui a séduit la moitié de l'Europe, pour finalement être complètement détruit par son obsession débilitante pour une femme qui ne l'aimait tout simplement pas et ne pouvait pas l'aimer en retour. Il écrivait à la comtesse Teresa Guiccioli des lettres remplies d'un désespoir pathétique et servile, « Je n'existe que lorsque je suis avec vous, le reste du temps, je suis mort. » Sa réponse ? Elle l'a utilisée pour son statut social, puis l'a froidement rejetée lorsqu'un prétendant plus riche et plus pratique est apparu. Ou prenez le cas tragique de Friedrich Nietzsche, dont la folie a finalement commencé, sans doute, avec la profonde humiliation qu'il a subie aux mains de Lou Salomé. Il lui a demandé sa main, elle l'a froidement rejetée, puis a écrit dans son journal que son intense besoin d'affection la repoussait activement. Ce n'étaient pas des anomalies, c'étaient des inévitabilités sinistres et prévisibles. La psychologie moderne confirme clairement ce schéma brutal et ancien.
Une étude publiée en 2015 dans Social Psychological and Personality Science a révélé que les femmes perdent systématiquement leur attirance pour les hommes qui font preuve d'un investissement excessif, c'est-à-dire ceux qui accordent systématiquement la priorité à leurs besoins et à leurs désirs plutôt qu'aux siens. Les chercheurs ont appelé cela le paradoxe de la générosité, plus un homme donne, moins elle l'apprécie. Pourquoi ? Parce que le désir féminin n'est pas une question d'équité, mais de polarité. Tout comme un aimant perd de son pouvoir lorsque ses pôles s'affaiblissent, l'attirance disparaît lorsqu'un homme renonce à son autonomie, à son identité bien définie. Dostoïevski l'avait compris mieux que quiconque. Dans Les démons, le personnage de Stavrogin est un monstre, un manipulateur froid, un homme totalement dépourvu de moralité et d'empathie. Pourtant, les femmes, intelligentes et belles, se jettent à ses pieds, de leur plein gré. Pourquoi ? Parce qu'il s'en moque. Il n'attend rien d'elle. Et c'est dans cette indifférence terrifiante que réside son pouvoir absolu et irrésistible. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent tragiquement. Ils croient à tort que la solution consiste à devenir Stavrogin, à imiter sa cruauté, à jouer le séducteur sans cœur. Mais cela aussi n'est qu'une autre forme d'esclavage, une autre performance. La véritable solution se trouve dans l'idiot, dans la force tranquille et inébranlable du prince Mishkin. Il est gentil, certes, voire compatissant, mais il est fondamentalement inébranlable. Lorsque Nastasia Filipovna tente de l'humilier, de l'entraîner dans son drame chaotique, il ne s'aplatit pas et ne se met pas en colère. Il refuse simplement, sereinement, de jouer son jeu. Et dans ce refus profond, il devient le seul homme qu'elle respecte vraiment et profondément. La différence fondamentale entre Mishkin et Dmitri n'est pas la bonté, mais une maîtrise de soi radicale. L'un supplie pour obtenir de l'amour, l'autre est parfaitement complet sans cela. Alors, comment un homme peut-il briser ce cercle vicieux dévastateur ? La première étape, la plus cruciale, consiste simplement à reconnaître le piège pour ce qu'il est. Chaque fois qu'un homme court après une femme qui lui manque de respect, chaque fois qu'il tolère l'indifférence ou la cruauté pure et simple, il ne gagne pas son amour, il renforce son mépris. La deuxième étape consiste à maîtriser l'art de s'éloigner. Non pas comme une tactique manipulatrice, ni comme un jeu enfantin, mais comme un refus fondamental et non négociable de se rabaisser. Le philosophe du XIXe siècle Arthur Schopenhauer, un homme qui avait compris les illusions romantiques bien avant que le terme « simp » n'existe, a écrit cette phrase célèbre « Devenir indifférent aux femmes est le seul moyen de retrouver sa liberté ». Il ne prônait pas le célibat, mais un profond détachement émotionnel. Car dès l'instant où un homme n'a plus besoin de l'approbation d'une femme, il devient immunisé contre ses manipulations, ses tests et ses jeux émotionnels. Mais ce n'est pas seulement une théorie abstraite, c'est une vérité brutale prouvée par les hommes les plus impitoyables et les plus prospères de l'histoire. Casanova, un homme qui a séduit des centaines de femmes à travers l'Europe, n'a jamais supplié, n'a jamais confessé d'amour éternel, n'a jamais couru après elle. Son plus grand tour de force, son charme le plus puissant, était de faire croire sans effort aux femmes qu'elles étaient celles qui le poursuivaient. Napoléon Bonaparte, qui a inspiré une dévotion obsessionnelle à son impératrice Joséphine, lui écrivait des lettres remplies de déclarations passionnées. Mais dès qu'elle l'a trahi, dès que son ambition impériale a été menacée, il l'a exilée sans hésiter. Ces hommes n'étaient pas aimés malgré leur force, ils étaient aimés grâce à elle. Et pourtant, il y a ici une dimension plus profonde, bien plus troublante, que Dostoïevski réservait à ses réflexions les plus acérées et les plus douloureuses. Dans Notes du sous-sol, le narrateur ricane, l'homme est parfois extraordinairement, passionnément amoureux de la souffrance. C'est là la vérité finale, la plus douloureuse, les hommes ne sont pas seulement victimes du mépris des femmes, ils le recherchent. Le drame, la douleur, les montagnes russes vertigineuses de l'espoir et du désespoir, c'est une addiction. Et comme toutes les addictions, le seul véritable remède est le sevrage radical. Mais que se passe-t-il lorsque le désir féminin se retourne contre lui-même ? Lorsqu'il n'est plus seulement une arme contre les hommes, mais une force dévastatrice qui détruit les femmes elles-mêmes ? Nous vous présentons aujourd'hui le personnage le plus tragique de l'univers impitoyable de Dostoïevski, la femme qui déteste son propre désir. Vous rencontrerez les homologues réels de ces héroïnes, des femmes qui brûlent leur propre vie dans la poursuite désespérée de quelque chose qu'elles ne pourraient jamais vraiment nommer. Et vous découvrirez pourquoi la forme la plus sombre du désir n'est pas celle qui a servi les hommes, mais celle qui dévore les femmes vivantes. Il y a une scène dans L'Idiot qui hante tous ceux qui en comprennent véritablement les implications terrifiantes. Nastasia Filipovna, debout avec des filles au bord du précipice de sa propre ruine, jette une liasse de billets de 100 000 roubles,
suffisamment pour acheter la liberté et la sécurité pour toute une vie directement dans une cheminée rugissante. Et elle le regarde brûler. Les hommes dans la pièce, poussés par l'avarice, se précipitent comme des animaux désespérés pour sauver l'argent en feu, se déchirant les mains tandis qu'elle rit, d'un rire sauvage, brisé et terrifiant. Ce n'est pas du pouvoir. Ce n'est pas du contrôle. C'est une femme tellement consumée par le dégoût d'elle-même que la destruction est le seul langage qui lui reste. Dostoïevski n'a pas écrit cette scène simplement pour choquer. Il l'a écrite pour illustrer la fin inévitable et horrible du désir féminin lorsqu'il se retourne contre lui-même, lorsque la soif d'amour d'une femme devient, de manière terrifiante, une soif d'anéantissement. C'est là la profonde tragédie que la plupart des hommes ne voient jamais. La forme la plus sombre et la plus insidieuse du désir féminin n'est pas celle qui asservit les hommes, mais celle qui dévore les femmes vivantes. Prenez Anna Karénine, la réponse tragique de Tolstoï aux héroïnes de Dostoïevski. Elle n'abandonne pas seulement sa famille et sa réputation pour la passion, elle se jette sous un train lorsque cette passion dévorante ne parvient inévitablement pas à combler le vide béant qui l'habite. Ce n'était pas seulement de la fiction, c'était l'histoire qui se répétait de manière sinistre. Dans la Russie du XIXe siècle, le taux de suicide chez les femmes piégées dans des mariages sans amour ou des rôles sociaux étouffants a augmenté de manière si spectaculaire que les journaux l'ont qualifié de manière inquiétante d'« épidémie de la classe éduquée ». Ces femmes ne sont pas mortes parce qu'elles étaient faibles, elles sont mortes parce qu'on leur avait vendu un mensonge cruel et brillant, que l'amour, et l'amour seul, pouvaient les sauver. Et lorsque cela ne fonctionnait pas, la seule issue qui leur restait était l'oubli terrifiant de l'autodestruction. Dostoïevski connaissait mieux que quiconque ce mensonge. Sa deuxième femme, Anna Snitkina, avait 25 ans de moins que lui. C'était une sténographe qu'il avait engagée pour dicter le joueur. Elle l'adorait, le sauvait inlassablement de ses créanciers, supportait patiemment son épilepsie débilitante, et en échange, il l'inscrivait dans ses romans comme une femme douce et sainte qui n'existait que pour souffrir, pour être martyrisée. Mais voici ce dont personne ne parle, Anna Snitkina était une exception rare, pas la règle. La plupart des femmes comme Nastasia Filipovna ne trouvent pas de prince Mishkin pour lequel se sacrifier. Elles trouvent des hommes comme Rogojin, qui les aiment avec un couteau, ou, plus tragiquement encore, elles ne trouvent personne. La psychologie moderne a donné à ce phénomène un nom effrayant, l'érotomanie borderline autodestructrice. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Personality Disorder a révélé que les femmes qui éprouvent un désir intense et instable se livrent souvent à du terrorisme relationnel, provoquant inconsciemment le rejet afin de confirmer leur peur la plus profonde et la plus douloureuse, celle d'être fondamentalement indigne d'être aimé. Il ne s'agit pas simplement de manipulation, mais d'une lente et douloureuse autodestruction. Pensez à Edith Sedgwick, la mondaine emblématique des années 1960 qui a brûlé sa renommée, sa fortune et son héroïne, essayant désespérément de combler un vide que l'indifférence calculée d'Andy Warhol ne faisait que creuser. Ou Zelda Fitzgerald, qui, dans une tentative désespérée d'attirer l'attention, s'est jetée dans les escaliers pour que F. Scott Fitzgerald lui prête attention, puis a passé le reste de sa vie dans un asile, écrivant des lettres auxquelles personne ne répondait. Ces femmes n'étaient pas des méchantes de bande dessinée. Elles étaient les victimes d'un monde qui leur avait sans cesse enseigné que leur valeur se mesurait presque exclusivement à l'aune de l'obsession masculine. Et lorsque cette obsession s'est inévitablement estompée, leur volonté de vivre s'est également évanouie. Mais pourquoi ? Pourquoi le désir féminin se transforme-t-il si souvent en autodestruction ? La réponse de Dostoïevski se trouve, une fois encore, dans Notes du sous-sol, l'homme est stupide. Incroyablement stupide. En fait, il n'est pas stupide du tout, mais il est tellement ingrat qu'on ne trouverait pas son pareil dans toute la création. Les femmes ne sont pas stupides de vouloir de l'amour. Elles sont maudites par une société qui leur dit que l'amour est la seule victoire qui leur est permise, le seul chemin vers l'épanouissement. Un homme peut conquérir des royaumes, bâtir des empires, se perdre dans l'art, la guerre ou la philosophie. Le champ de bataille d'une femme, historiquement, a toujours été le cœur. Et lorsqu'elle y perd, il ne lui reste souvent que les débris fumants de ses propres attentes brisées. C'est là le véritable horreur qui se cache dans les frères Karamazov. Grushenka ne tourmente pas seulement Dmitri, elle se tourmente elle-même, peut-être encore plus profondément. Toute son identité est tragiquement fondée sur le fait d'être désirée, d'exercer ce pouvoir enivrant. Et lorsque ce désir vacille, lorsque son pouvoir est menacé, elle se déchaîne, punissant tout le monde, y compris elle-même. Ce n'est pas un hasard si Dostoïevski lui donne un passé marqué par des abus sexuels pendant son enfance, il comprenait que l'autodestruction féminine est rarement une simple question de vanité.
C'est souvent la cicatrice vive et douloureuse d'un monde qui lui a appris, bien trop tôt, que son corps, sa beauté, son charme, étaient la seule monnaie qu'elle possédait vraiment. Alors, où cela mène-t-il les hommes? Si le désir féminin est aussi instable, aussi autodestructeur, la seule solution est-elle d'éviter tout simplement les femmes? Non. La solution consiste à reconnaître le piège pour ce qu'il est réellement. Non pas un jeu à gagner, mais une profonde tragédie humaine. Les hommes qui survivent dans l'univers de Dostoïevski ne sont pas ceux qui jouent désespérément le jeu, comme Dmitri, ni ceux qui s'enfuient intellectuellement, comme Ivan. Ce sont ceux qui voient clair dans toute cette comédie, dans toute cette illusion, comme Alyosha. Alyosha n'essaie pas de sauver Grushenka, n'essaie pas de la posséder, n'essaie pas de la changer. Il se contente d'être témoin de sa douleur, de son chaos, de son autodestruction, sans s'y noyer lui-même. Et ce faisant, il devient le seul homme qu'elle ne détruit finalement pas. Mais que se passerait-il si le véritable secret ne consistait pas simplement à comprendre le désir féminin, mais à le transcender entièrement? C'est là que nous allons au-delà de Dostoïevski, vers la vérité interdite, comment les hommes peuvent exploiter le désir sans jamais en être esclaves. Vous rencontrerez le philosophe qui a résolu cette énigme il y a 300 ans et découvrirez la seule technique ancienne qui transforme l'obsession en une libération radicale et inébranlable. C'est là que le jeu prend fin. C'est là que commence la véritable liberté. Il existe un secret profond enfoui au cœur du dernier roman monumental de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, un secret que la plupart des lecteurs, emportés par les grandes narrations sur la passion et le péché, manquent tragiquement. Il ne se trouve pas dans les discours tonitruants sur Dieu ou la moralité, ni dans les meurtres dramatiques ou les batailles théâtrales au tribunal. Il est caché dans le personnage le plus discret et le plus modeste de tous, Alyosha, le moine, le saint, l'homme qui, d'une manière ou d'une autre, traverse le feu sans jamais se brûler. Alors que Dmitri se déchaîne avec une passion animale et qu'Ivan sombre dans le désespoir intellectuel, Alyosha accomplit quelque chose de vraiment extraordinaire. Il aime profondément sans jamais avoir besoin de posséder. Il ressent le désir, un profond besoin de connexion, sans jamais être dominé par celui-ci. Dans un monde où tous les autres personnages sont désespérément esclaves d'une faim vorace de sexe, de pouvoir, de validation, de chaos, Alyosha est libre. Et la plus grande et la plus révolutionnaire des idées de Dostoïevski est la suivante: la liberté n'est pas l'absence de désir, c'est la maîtrise absolue de celui-ci. C'est la vérité interdite sur le désir, celle que personne ne veut entendre, car elle exige avant tout de l'autodiscipline. Nous vivons à une époque qui ne nous offre que deux options désastreuses, soit nous nous abandonnons complètement à nos envies, devenant ainsi des esclaves comme Dmitri, soit nous les réprimons totalement, devenant ainsi émotionnellement morts comme des ermites. Mais il existe une troisième voie, infiniment plus puissante, celle tracée par les philosophes que Dostoïevski lui-même a étudiée. Nietzsche l'appelait « la volonté de puissance ». Les stoïciens l'appelaient « apathie », un état d'indifférence sereine face aux événements extérieurs. Les anciens samouraïs l'appelaient « mushin », l'esprit sans attachement. C'est la capacité profonde, presque surhumaine, de se tenir debout dans les flammes brûlantes du désir sans être consumé. Vouloir, oui, mais ne jamais avoir besoin. Aimer passionnément, mais ne jamais, jamais supplier. Les hommes les plus dangereux et les plus captivants de l'histoire connaissaient instinctivement cette vérité. Casanova n'a pas séduit des centaines de femmes parce qu'il était esclave de la luxure, il l'a fait parce qu'il en était radicalement libéré. Ses mémoires intimes révèlent un schéma choquant, il s'éloignait souvent au moment même où une femme devenait trop attachée, trop dépendante, non par cruauté, mais parce qu'il refusait farouchement de laisser ses besoins dicter sa vie. Lord Byron, autre figure légendaire de la séduction, écrivait dans ses lettres « Le grand objectif de la vie est la sensation au sentir que nous existons, même dans la douleur ». Mais voici ce qu'il n'a pas dit, ou peut-être pas pleinement réalisé: dès que la douleur devient souffrance, dès que le plaisir se transforme en addiction, vous avez déjà perdu. La science moderne, avec une froide précision, confirme aujourd'hui cette sagesse ancestrale. Une étude de Harvard sur la dopamine, réalisée en 2018, a révélé que le système de récompense du cerveau ne réagit pas principalement au plaisir lui-même, mais à l'anticipation du plaisir, la quête, l'incertitude, presque là, alléchant. C'est précisément pour cette raison que les hommes qui mettent les femmes sur un piédestal, qui s'efforcent constamment de leur plaire, qui vénèrent l'autel de la validation féminine, finissent souvent par être malheureux et rejetés. Ils ont tragiquement remplacé le frisson exaltant de la poursuite par le fardeau écrasant de l'adoration. Mais les hommes qui restent naturellement magnétiques,
ceux qui inspirent une dévotion obsessionnelle plutôt que d'en souffrir, sont ceux qui restent constamment dans cet espace exquis du « presque ». Ils donnent juste assez pour maintenir le désir vivant, mais jamais trop pour qu'il ne stagne pas, ne devienne prévisible ou ne suffoque. Dostoïevski, avec son incroyable perspicacité psychologique, a codé cette vérité brutale dans son personnage le plus incompris, Svidrigailov, dans Crime et Châtiment. Un monstre selon toutes les normes morales conventionnelles, mais doté d'un charisme troublant, d'un magnétisme sombre. Pourquoi? Parce qu'il n'a véritablement besoin de rien. Ni d'amour, ni d'argent, ni même de la vie elle-même. Quand il finit par se suicider de manière effrayante, ce n'est pas par désespoir, mais par indifférence profonde, presque cosmique. Il remarque « Je pars pour un voyage sans destination particulière ». C'est là le côté sombre et troublant de la transcendance. La liberté absolue peut sembler pure folie à ceux qui sont encore désespérément enchaînés. Mais il existe une autre voie. Une voie médiane, un fil du rasoir entre le désir désespéré de Dmitri et le détachement nihiliste de Svidrigailov. C'est ce que les Grecs anciens appelaient la sophrosine, l'équilibre parfait de l'âme. On le voit chez Alyosha, qui aime profondément, avec une compassion ouverte, mais ne se perd jamais dans l'autre. On le voit chez le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, qui a écrit « Ne fais rien qui ne soit utile » après avoir vaincu des centaines d'hommes, couché avec d'innombrables femmes, mais mourant seul par choix, en pleine possession de ses moyens. Ces hommes n'étaient pas célibataires. Ils n'étaient pas sans cœur. Ils étaient, au sens le plus profond du terme, souverains. Alors, comment un homme peut-il atteindre cette souveraineté radicale? Tout d'abord, en reconnaissant que le désir est un feu. Il peut vous réchauffer, éclairer votre chemin, ou il peut vous consumer entièrement, vous brûler vif, selon la façon dont vous le gérez. Ensuite, en adoptant rigoureusement ce que les stoïciens appelaient la dichotomie du contrôle, vouloir est humain, avoir besoin est esclavage. Troisièmement, et c'est le plus important, en remplissant sans relâche sa vie d'un but si vaste, si dévorant, si intrinsèquement significatif qu'aucune personne, aucune relation singulière ne pourrait jamais l'éclipser. Dostoïevski lui-même a survécu aux horreurs de la Sibérie parce qu'il avait son écriture. Napoléon a conquis l'Europe parce qu'il avait son ambition monumentale. Dès l'instant où un homme fait d'une femme sa seule raison de vivre, son univers tout entier, il signe son propre arrêt de mort émotionnelle. C'est la leçon ultime et indéniable du monde impitoyable de Dostoïevski. Le désir féminin n'est pas le véritable ennemi. La faiblesse masculine n'est même pas l'ennemi. Le véritable ennemi, c'est l'illusion insidieuse que l'amour, dans sa forme romantique, peut vous sauver. Ce n'est pas le cas. Vous seul pouvez le faire. Alyosha le sait. Musashi le savait aussi. Nietzsche le savait aussi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez assimilé ces vérités brutales, vous le savez aussi. Mais ce n'est pas la fin de votre voyage. C'est le début. Car maintenant que vous voyez vraiment le jeu, maintenant que vous comprenez ses règles et ses dangers cachés, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à jouer à l'aveuglette, comme un pion dans un jeu que vous ne comprenez pas, ou vous pouvez endosser le seul rôle qui vaille vraiment la peine d'être joué, celui de l'homme qui ne peut être manipulé. La guerre pour votre âme commence aujourd'hui. Le champ de bataille est votre propre esprit, et l'arme est tout ce que vous venez d'apprendre. Utilisez-la.